Bravo, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, on discute d'un mythe très populaire sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être déjà été témoin du rituel. Un utilisateur discute d'un nouveau produit de la SQDC et tout de suite, on lui demande « Es-tu blanche, la cendre? » La cendre blanche est supposée être un gage de qualité. Pourquoi? Selon le mythe colporté partout sur les réseaux sociaux, des cendres foncées impliqueraient que la fleur que vous fumez contient de l'engrais ou d'autres produits agrotoxiques. Et tout naturellement apparaît le fameux lessivage, rinçage ou flush en anglais, qui est supposé permettre d'expulser toute la chimie qui a été utilisée pour faire pousser le plant. Est-ce que ça existe, des experts du flushing? Et oui, j'en ai trouvé un. Il s'appelle Jonathan Stemroff, S-T-E-M-E-R-O-F-F. Il a présenté une thèse à l'Université de Guelph, en Ontario, au Canada, en 2017. Sa thèse est intitulée « Stratégie de gestion de l'irrigation pour le cannabis médical en environnement contrôlé ». On va y revenir. Je voulais tout de suite calmer quelques énervés dans le fond du café que j'entends piaffer. « On va y revenir, c'est promis! » OK. Vous le savez, hein, quand je suis au comptoir du Top Pot, je commence toujours par un petit café. Un instant. Et MJ? Ouais. Mon habituel, s'il te plaît. MJ, c'est Marie-Jeanne, la barista du Top Pot. Donc, ce n'est pas d'hier que les consommateurs et les fabricants de produits à fumer s'intéressent à la cendre. J'ai trouvé une recherche de Henry Craybill qui date de 1917. Le titre de sa recherche « Effet de certains sels alcalins sur la capacité de résistance au feu du tabac ». Et que découvre M. Craybill en 1917? Je précise qu'il s'intéresse principalement aux cigares plutôt qu'à la cigarette. Et là, je le cite. L'expression « qualité de combustion » en référence à un cigare est générale et comprend plusieurs points. Les plus importants de ces points sont la régularité de la combustion, la couleur de la cendre, la fermeté et la cohérence de la cendre et la capacité de rétention du feu. La capacité de rétention du feu fait référence à la durée pendant laquelle la feuille ou le cigare continue de brûler après l'allumage. Un tabac à cigare doit avant tout avoir une bonne capacité de rétention du feu, et c'est pour cette raison qu'il s'agit du principal critère pour juger de la combustion du tabac à cigare. Fin de citation. Et merci, MJ. Un petit peu d'eau. OK. Donc, avant cette recherche de M. Craybill, des tonnes de recherches sur le tabac ont été menées par une industrie qui comprenait déjà très bien les principes de l'accoutumance et qui ne laissait rien au hasard. J'ai trouvé une autre recherche de 1907 intitulée « The Relation of the Composition of the Leaf to the Burning Qualities of Tobacco » qui dit, entre autres, « En ce qui concerne la qualité des cendres, les caractéristiques importantes sont la couleur et la fermeté ou la cohésion. » Fin de la citation. Évidemment, il y a aussi un lien pour les curieuses dans les notes de l'épisode sur la page de l'épisode sur le site de Top Pot. C'est nouveau tout ça. Top Pot comme site va se développer en 2022. La Cigar Association of America dit exactement la même chose un siècle plus tard. La cendre peut vous en dire long sur la qualité de votre cigare. Elle donne un aperçu de la qualité des feuilles, de la fabrication du cigare et du type de sol dans lequel il a été cultivé. Fin de la citation.
Donc, les fabricants de cigares parlent à leur façon de terroir. On peut déjà comprendre que les consommateurs de pot, sous forme de fleurs, sont bercés par ces histoires depuis au moins une centaine d'années. Alors, une ovni s'impose dès lors. Si vous n'êtes pas un voyageur fréquent sur Top Pot, une ovni est une opinion vulgaire non informée. Donc, la fixette, la fixation des consommateurs de joints pour la cendre se nourrit dans une vieille tradition sans cesse renouvelée d'appréciation du cigare. Cette appréciation récurrente, il y a des magazines qui arrivent, qui naissent, qui disparaissent. Il suffit de penser à Arnold Schwarzenegger qui aime régulièrement s'afficher avec un énorme barreau de chaise à la bouche. Cette appréciation, donc, combinée aux incessantes recherches de l'industrie de la cigarette sur la combustion idéale, tout ça produit des conditions idéales à la naissance d'un mythe et aussi plein de fausses informations sur la cendre des joints de cannabis. Il est normal de vouloir faire parler la cendre comme d'autres personnes peuvent lire votre bonne fortune dans les feuilles de thé. Tout le monde comprend que si vous buvez du thé en poche, il sera plus difficile de prédire votre avenir. Et pourtant, historiquement, depuis le début de l'aventure humaine, les chamans se sont toujours intéressés au feu, mais aussi à ses cendres. Je trouve donc normal que dans une industrie naissante qui sait à peine faire des étiquettes sans faute, eh bien, dans cette industrie naissante, le rituel de la cendre participe d'un désir de comprendre cette substance qui sert à modifier notre perception de la réalité. Sur ce site américain dédié aux cigares, j'ai appris que pour qu'il soit considéré comme un produit de qualité, la cendre d'un cigare doit mesurer 1 pouce avant de tomber. 1 pouce, 2, combien de centimètres? Cette longueur de cendre, cette longueur de la cendre impacte la saveur du cigare car elle permettrait de contrôler le flux d'air pour que le cigare brûle uniformément, évidemment. La longueur des feuilles à l'intérieur du cigare conditionne la formation de la cendre, ainsi que la méthode de roulage, soit le fait à la main ou à la machine. Les spécialistes, d'ailleurs, font facilement la différence entre ces deux modes de production. Évidemment, savoir bien rouler son joint est aussi au cœur de l'expérience cannabis. Un joint mal roulé, une fleur mal préparée, un papier mal collé ou un filtre mal conçu vont créer une mauvaise expérience, exactement comme un cigare mal roulé. Mais avant de continuer l'exploration de la cendre de nos joints, on doit d'abord aborder un autre problème. Est-ce que les fleurs roulées dans un joint peuvent goûter le chimique? Est-ce qu'il y a des produits agrotoxiques utilisés pour contrôler la croissance des plants et la présence de parasites qui peuvent se retrouver dans notre bouche, à la fois comme produits nocifs, mais aussi comme saveur particulière? Eh bien, la réponse est oui. Les engrais synthétiques, le phosphore, le potassium peuvent s'accumuler dans toutes les parties d'un plant de cannabis et définitivement dans les fleurs. Mais une déficience peut causer autant de problèmes qu'un surplus de ces engrais. Si votre joint fait des bruits comme un feu de foyer, vous avez un problème, car les crépitements ne sont normalement pas inclus dans les produits vendus à l'SQDC. D'ailleurs, je me demande si un consommateur leur a déjà envoyé un enregistrement audio pour demander un remboursement. Ce serait original. Si vous connaissez quelqu'un, faites-moi signe, lucprévost@hotmail.com. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble le tour du mythe de la cendre blanche comme indicateur de qualité en demandant à la science de nous éclairer. Et si, pour commencer, on demandait à notre spécialiste du lessivage, M. Stemroff, de nous proposer une définition de cette action. Ça tombe bien, je l'ai trouvé. Je cite plus ou moins texto. Le lessivage est actuellement une pratique courante utilisée par de nombreux producteurs de cannabis. Elle consiste à irriguer les plantes avec de l'eau sans nutriments pendant les 2 dernières semaines avant la récolte. L'idée est que cette méthode d'irrigation réduit la concentration de nutriments dans le bourgeon. Cette réduction aurait ensuite un impact sur le goût final du produit lorsqu'il est consommé. Indépendamment des effets anecdotiques sur le goût, il y a
peu de preuves que le rinçage de la zone racinaire pendant la phase finale de la production entraînerait une exportation nette de nutriments du bourgeon en cours de maturation. Fin de la citation. Si vous n'êtes pas dans les confidences d'un maître cultivateur, je me permets une précision sans être un expert. Le lessivage diffère selon que le plant du cannabis pousse dans de la laine de roche ou dans un sol vivant. La durée du traitement et la quantité d'eau utilisée vont aussi varier et un bon maître cultivateur connaît la part des intrants agrotoxiques qu'il utilise et il saura, s'il est compétent, et c'est ça le concept du lessivage, il saura s'en débarrasser à cette étape. En tout cas, c'est juste ça, l'idée derrière les lessivages. Mais cette pratique est attaquée par toutes sortes de spécialistes qui disent que le lessivage est une niaiserie et que de priver un plant de nutriments pendant 1 ou 2 semaines ne peut lui faire de bien. Laver, laver, la 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 la. C'était quoi cette toune des années, je sais pas quoi? Laver, laver. Je pense que c'était Martine Saint-Pierre, ça se peut? Si vous savez, faites-moi signe. Alors, laver, laver, il en restera toujours quelque chose. Après le lessivage, c'est le temps de la récolte. Les plants sont coupés et accrochés, la tête en bas pour sécher. Est-ce la seule méthode? Même si la SQDC pense que c'est le NEC plus ultra, la tête en bas, il y a d'autres méthodes. Je pense par exemple au producteur autorisé Tom DeVoe, le propriétaire de Golden Peak au Nouveau-Brunswick. Le succès de son cultivar Tiger Bomb le désigne normalement comme le plus qualifié des micro-producteurs du Nouveau-Brunswick. Eh bien, Tom utilise une méthode moins connue. Au moment de la récolte, il coupe immédiatement toutes les fleurs pour les déposer sur des grilles où elles sécheront individuellement avant de passer à l'étape suivante, la manucure ou la trim finale. Après la manucure, il reste l'étape de l'affinage qui pourrait avoir un impact sur la cendre. L'affinage permet d'éliminer graduellement l'humidité dans les fleurs. C'est ça l'idée. Les fleurs reposent dans des contenants neutres, soit en verre, soit en acier inoxydable. Et il faut ouvrir régulièrement le contenant pour libérer les gaz. J'ai appris plein de choses sur cette étape, comment, par exemple, les bactéries absorbent plein de matières résiduelles qui, autrement, pourraient avoir un impact sur le goût de la fleur fumée. Pour les curieux qui voudraient voir la solution adoptée par Golden Peak, il y a aussi des photos sur le site de Top Pot sur la page de l'épisode d'aujourd'hui. Au cours de ce processus de maturation, on parle là d'affinage, l'humidité restante est emprisonnée, les gaz qui en résultent sont libérés à intervalles réguliers. Il y a un ouvrier qui s'approche du contenant, qui lève le couvercle pour provoquer un petit rototo et hop, il referme le contenant jusqu'à la prochaine fois. Un plant qui contenait des moisissures peut générer des sucres et de l'amidon indésirables. L'affinage permet de bien contrôler ce processus. Tout le monde dans l'industrie affirme que cette étape est capitale à la fois pour la saveur et la douceur du produit. Alors, on revient à notre cendre noire et ce qui pourrait la causer. La science nous commande, elle nous intime de regarder dans la nature pour mieux comprendre. Alors on va s'intéresser rapidement aux feux de forêt pour en apprendre davantage. On peut y dégager des conclusions très précises. Quand la température de combustion est très élevée, la cendre des arbres brûlés est claire, évoluant entre le gris et le blanc. Toute combustion à une température inférieure à 450 Celsius va produire une cendre foncée. Inversement, une combustion à une température supérieure à 450 degrés Celsius va donner des cendres de plus en plus claires. Juste pour nous situer, un briquet, comme on a là, pour faire du plein air, qui utilise un mélange air-butane avec un catalyseur, eh bien, ça va créer une flamme bleutée qui peut atteindre 1500 Celsius. Un petit bic, là, moins de 1000 Celsius, c'est sûr. Alors, dans l'état actuel de nos connaissances, on peut faire l'hypothèse que la couleur des cendres d'un joint trahit avant tout la température de la combustion plutôt que la présence de produits agrotoxiques présents dans la fleur.
Mais il est encore un peu trop tôt pour conclure, car, après tout, un arbre n'est pas un joint. Wow! Premières études de l'industrie de la cigarette ont mis à jour l'importance du sel de l'acide chlorhydrique pour stopper la combustion du tabac, alors que les sels de potassium participent activement à la combustion. On sait que le processus de combustion peut être influencé. Mais qui veut refaire des cigarettes en 2021 dans l'industrie du cannabis? À part l'industrie du tabac de plus en plus présente, personne, j'imagine. Notre réponse est forcément ailleurs. D'autres études nous apprennent que la cendre blanche a été obtenue dans les cigarettes en ajoutant d'autres produits comme le magnésium pour provoquer la formation d'un oxyde de métal qui donne aux cendres une couleur blanche. Les cigarettiers se sont toujours intéressés au rôle des engrais sur les cendres et la fumée du tabac. Eh bien, ces recherches ont démontré que l'utilisation d'engrais modifiait la composition alcaline et les niveaux de soufre des fleurs séchées. Donc, le grand floche qui est supposé nettoyer de la présence de ce qui est indésirable, ça regarde mal. La présence plus ou moins forte de chlorophylle agit aussi négativement dans le processus de fermentation. Il va en résulter une fumée de qualité inférieure. Pourquoi fait-on fermenter le tabac? Exactement pour les mêmes raisons que l'on affine les fleurs de cannabis, pour contrôler certaines substances et travailler les propriétés de la matière. En fait, tout le vocabulaire utilisé par l'industrie du cannabis vient de l'industrie du tabac. On pourrait penser que l'industrie du tabac précède celle du cannabis, mais ce serait une erreur, bien qu'il existe des artefacts liés à la consommation du tabac près de 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais l'industrialisation de la cigarette et de sa fabrication débute quelques centaines d'années avant celle du cannabis qui commence à peine. Et quand on regarde la multitude de méthodes pour affiner le tabac, il est clair que les traitements post-récolte du cannabis vont tranquillement muter au cours des prochaines décennies. Ainsi, pour le tabac, il existe plus d'une demi-douzaine de méthodes d'affinage ou de fermentation. Le tabac peut être séché à l'air libre. Il peut aussi être fermenté naturellement en masse. Dans ce cas, on empile le tabac jusqu'à ce que cela provoque de la chaleur et on retourne la pile jusqu'à ce que tout soit sec. Au besoin, on ajoute des sources de chaleur externe pour éviter le pourrissement. Mais il y a d'autres méthodes comme la fermentation dirigée humide, le séchage au feu ou au soleil. Au final, tout le monde s'entend pour dire que le tabac mal fermenté est de mauvaise qualité car il contient toujours beaucoup trop de chlorophylle. Vous pensez que ces processus n'existent que pour l'industrie du tabac? Pas du tout. J'ai trouvé pour les fermiers en herbe une autre demi-douzaine de méthodes pour faire fermenter votre tabac à la maison. Au fourneau, au multicuiseur, au four micro-ondes, au bain d'eau, alouette! Il est facile de constater que le cannabis est en retard sur le tabac. Et c'est normal quand tout est fait dans la clandestinité depuis très longtemps et en l'absence d'un secteur industriel très bien structuré. Quand les banques ne passent pas d'argent à une industrie, on peut dire que c'est une industrie qui est mal structurée, bien qu'elle fasse le maximum pour s'organiser. Je me dis d'ailleurs souvent qu'un jour, avec les milliers de tonnes de fleurs en surproduction partout au Canada, on va commencer à faire des tests pour améliorer tout ce processus. Si vous voulez mieux comprendre tous ces processus de fermentation, j'ai trouvé un bel article en français qui fait le tour de tout ça. L'histoire du tabac. Alors, qu'avons-nous appris jusqu'à maintenant? 1. La cendre blanche est produite par des températures de combustion élevées ou par la présence de minéraux. 2. Les recherches ont démontré que l'utilisation d'engrais modifiait la composition alcaline et le niveau de soufre des fleurs séchées. Mais le plus important est ailleurs. C'est aussi une information qui va à l'encontre des pratiques de toute une industrie. J'ai déjà évoqué la thèse de M. Stemroff. Mais s'il s'agissait d'un gars qui ne connaît rien au cannabis, s'il s'agissait juste d'un universitaire déconnecté, alors j'ai tenté de trouver une confirmation de sa recherche par des gens déjà très, disons, intégrés dans l'industrie du cannabis. Et j'ai trouvé Dr. Robb. Dr. Robb, R-O-B-B, c'est M. Robert Flannery.
probablement quelqu'un d'origine française, il y a des millions d'années dans sa famille. Si vous ne le connaissez pas, il vient de publier un livre avec le dieu vivant des mariculteurs, M. Ed Rosenthal. Et si vous ne connaissez pas Ed Rosenthal, je ne peux rien pour vous. En fait, c'est faux, car je vous propose un lien pour sa page Wikipédia et un autre lien pour son livre le plus récent, publié il y a à peine quelques semaines. Mais si vous êtes pressé, M. Edward Ed Rosenthal est né en 1944. C'est un horticulteur, un auteur, un éditeur et un cultivateur, un mariculteur de cannabis californien qui milite pour la légalisation de la consommation du cannabis. Il a été chroniqueur aussi pour le High Times dans les années 1980-90. On m'a offert en cadeau il y a des millions d'années un petit livret intitulé « Closet Cultivator – Growing Marijuana Indoors ». C'est le premier ouvrage de M. Rosenthal que j'ai pu consulter. Son plus récent, celui qui a été publié il y a à peine quelques semaines, est intitulé « Cannabis Growers Handbook – The Complete Guide to Marijuana and Hemp Cultivation ». Voici ce que dit la page Amazon du livre. Le Cannabis Growers Handbook couvre les dernières technologies d'éclairage telles que les ampoules à LED et à spectre réglable, les techniques de permaculture et d'agriculture régénérative, les méthodes et stratégies avancées de séchage et de maturation, la lutte intégrée contre les parasites et plus d'une douzaine d'installations de jardinage spécialisées. Vous ne savez toujours pas ce que vous allez cultiver? Ce guide vous aidera à choisir parmi les nombreuses options proposées par des sélectionneurs innovants qui incluent désormais des plantes auto-fleurissantes et des variétés de chanvre CBD et CBG. Avec plus de 600 pages de photos en couleur, ce guide du cultivateur présente les dernières avancées scientifiques, les outils et les méthodes qui vous permettront de cultiver un jardin de cannabis de n'importe quelle taille, n'importe où, en intérieur ou en extérieur. Fin de la citation. OK. M. Rosenthal est LA référence, dans le monde anglo-saxon en tout cas. Et qui est le co-auteur de son livre? Deux personnes. D'abord, Angela Baca, qui est une rédactrice et une journaliste spécialisée dans le cannabis depuis une dizaine d'années. Et le deuxième co-auteur est notre Robert Flannery. Impossible maintenant de douter de ses références. Impossible. Et que dit M. Flannery? Il commence par citer la thèse de Jonathan Stemroff, stratégie de gestion de l'irrigation pour le cannabis médical en environnement contrôlé. Puis, il précise le manque d'études en double aveugle pour tester l'efficacité du rinçage. Et pourtant, le lessivage ou rinçage est une pratique courante. Ça me fait penser aux entraîneurs de football qui, dans les années 70-80, interdisaient à leurs joueurs de boire de l'eau pendant une partie sous prétexte que cela les rendrait plus lourds et donc moins rapides. Alors après tout ça, la vraie question, il me semble, n'est pas pourquoi la cendre blanche est meilleure que la cendre noire, mais plutôt quels sont les facteurs qui causent la cendre noire. Mon ovni, à la lumière de tout ce que je viens de partager avec vous, je vous propose une opinion vulgaire non informée en 2 temps. 2 fois plus de chances d'avoir l'air niaiseux. Dans un premier temps, si on exclut les problèmes mécaniques comme un joint incorrectement roulé ou une fleur mal broyée, le niveau d'humidité semble être au cœur du problème de la cendre noire. Et les problèmes d'humidité proviennent d'un séchage ou d'un affinage incorrect. La couleur d'un vin révèle certaines informations au buveur averti. Mais l'évaluation d'un vin ne saurait se limiter à ce seul critère, on s'entend. Comme pour le vin, le vrai test pour déterminer la qualité d'une fleur de cannabis est son goût et son effet. Donc, si la cendre de votre prochain joint est trop foncée à votre goût, faites un petit test de séchage pour voir si votre prochain joint produit une cendre similaire. Maintenant, le deuxième temps de mon ovni en pleine science-fiction cette fois-ci. Le cannabis, comme le tabac, est rempli d'enzymes. Et c'est quoi une enzyme? Wikipédia dit tout simplement ceci. Une enzyme est une protéine dotée de propriétés catalytiques. Catalytique comme dans catalyseur, qui est une substance qui permet de modifier la vitesse de réaction chimique sans être elle-même altérée par cette réaction.
Vous connaissez ça? Oui, oui, oui. Si vous avez déjà utilisé de l'époxy, par exemple, vous avez utilisé un catalyseur pour accélérer la solidification de votre résine, comme par hasard. Dans le contexte du corps humain, ici, on parle de réactions qui peuvent être accélérées par un facteur de plusieurs millions de fois. C'est énorme. Les enzymes ne sont pas les seuls catalyseurs qui existent, mais elles se distinguent par leur spécificité dans leur structure tridimensionnelle. Alors, on est toujours dans mon ovni, là. Hein? J'ai trouvé des études qui déterminent l'importance de la réaction de brunissement enzymatique qui entraîne la formation de taches grises sur les feuilles de tabac. Ces taches impactent négativement la valeur et le potentiel industriel des feuilles de tabac. On parle ici de recherches réalisées en 1913. Donc le rôle des enzymes était déjà étudié il y a 107 ans ou 108 ans. La conclusion de cette étude est un copier-coller valable pour l'industrie du cannabis en 2021. Et là, j'y vais texto, avec évidemment la traduction, parce que tout ça est en anglais. À cet égard, la culture du tabac est quelque peu unique par rapport aux autres cultures agricoles ordinaires, car ces dernières, lorsqu'elles arrivent à maturité, n'ont besoin que d'une certaine quantité de soins et de travail avant d'être prêtes pour le marché, alors que lorsque le tabac arrive à maturité, la culture est l'un de ces stades critiques et exige le plus grand soin et la plus grande attention dans le séchage et la fermentation afin que le produit fini ait la plus grande valeur marchande. C'est la principale raison pour laquelle le tabac, bien qu'il puisse être considéré comme un luxe, doit, par nécessité, en raison des dépenses et de l'attention accordée à sa production, toujours obtenir le prix le plus élevé de toutes les cultures agricoles générales. Fin de la citation. Des études plus récentes qui s'intéressent au travail des enzymes, ça existe? Ben oui, il y en a plein. Comme cette étude japonaise de 2017 intitulée « Étude sur les enzymes liées au sucre dans les feuilles de tabac séchées, l'effet de la méthode d'affinage sur l'activité restante ». Une étude très intéressante. La deuxième partie de mon ovni va donc comme suit et je la mets sous forme de question. Est-ce que le travail des enzymes devrait normalement avoir un impact sur le type de cendre produit lors de la combustion de fleurs de cannabis? Comment en avoir le cœur net? En faisant des recherches. Malheureusement, pour l'instant, le gouvernement québécois subventionne des recherches qui s'intéressent uniquement aux dangers du cannabis. Et selon moi, le plus grand danger qui guette l'industrie québécoise du cannabis, c'est sa disparition. Il est quelle heure, là? Oh, c'est l'heure, un instant. Hé, MJ! Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye. OK, je me ramasse. Vous avez fumé un joint dont la cendre était noire. Je vous encourage dans un premier temps à ignorer la couleur pour vous concentrer sur le reste. Le goût, la fumée, l'odeur, la texture et le buzz. Si vous n'êtes pas déçu de la réponse à ces questions, le problème de la couleur de la cendre disparaît. Si votre évaluation du produit est négative, je vous propose une expérience. Faites sécher la fleur, peu importe la méthode. La plus simple est de la laisser sur un comptoir si vous n'avez pas d'enfants ou d'animaux de compagnie. Une fois la fleur sèche, consommez-la comme d'habitude. Ne changez rien. Que se passe-t-il au niveau de la combustion? Est-ce que le problème persiste? Le joint a-t-il toujours mauvais goût? La fumée est-elle dégueu? Le buzz médiocre? Alors vous n'avez pas un problème de cendre. Vous avez tout simplement acheté un mauvais produit. Pour l'avancement de la science, je crois que je vais m'acheter un outil pour calculer l'humidité des fleurs. Il y a un lien dans les notes de l'épisode pour ce genre d'outil qui sert habituellement à mesurer l'humidité des planchers de bois. Je vous encourage aussi à mesurer l'humidité de vos achats de fleurs qui produisent la cendre noire et à m'envoyer les résultats. Je m'engage à construire une sorte de registre où, collectivement, nous pourrions commencer à faire nos propres études informelles, une sorte de sagesse populaire. Je partage une dernière observation qui participe à la destruction de l'idée du lessivage comme pratique efficace. Tous les producteurs autorisés qui font des produits bio ne font pas de lessivage à la fin du cycle de leur plant. C'est inutile par définition. Et pourtant, ils produisent des fleurs qui font de la cendre blanche ou pas.
J'ai acheté un produit bio la semaine passée qui produisait de la cendre noire et qui brûlait mal. Donc un produit bio qui n'a jamais contenu d'engrais chimiques et qui n'a pas été l'objet d'un lessivage ou floche peut produire une cendre foncée. Est-ce que cette simple constatation ne vient pas ébranler le mythe de la cendre blanche? Si je fais une erreur de logique, lucprévost@hotmail.com, rapidement, prévenez-moi, s'il vous plaît. Le plus incroyable, c'est que le lessivage soit perpétué dans toute l'industrie sans qu'il existe de preuve de son efficacité. Alors que les problèmes qu'il peut causer, arrêter de nourrir une plante pendant 2 semaines au moment où on va la couper, pourraient produire des effets indésirables. En décembre 2021, on n'attend pas qu'un chaman nous informe de la bonne méthode pour contrôler la couleur de la cendre d'un joint de pote. C'est le rôle de la science, c'est le rôle d'une industrie, et finalement, c'est aussi le rôle d'un gouvernement qui n'a pas peur de la science. Et voilà, c'était le 85e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.